Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le match retour entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Un match incroyable au match aller qui s'est soldé sur un match nul 4 partout. Pour nous présenter ce match, on a notre correspondant but, Raphaël Nouet. Salut à toi Raphaël. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce match retour qui a l'air, d'être, une finale avant l'heure? Salut Louis, salut à tous. Et ben forcément on est hypé par cette affiche vu ce qui s'est passé depuis le début de la saison entre les deux clubs. Donc pour rappel, le 21 décembre dernier, il y a eu le match aller en Liga qui s'était soldé par une victoire 2-1 de l'Atlético à Montjuic. Le Barça avait écrasé la rencontre et l'Atlético avait renversé la partie dans le dernier quart d'heure. Ensuite, il y a eu le fameux 4 partout lors du match aller. L'Atlético qui mène 2-0, le Barça qui renverse tout, qui mène 4-2, l'Atlético qui revient en fin de match à 4 partout. Et puis enfin, il y a eu le match retour en Liga, là aussi incroyable, 2-0 pour l'Atlético Metropolitano. Et le Barça qui renverse tout dans les 10 dernières minutes et qui gagne 4-2 pour prendre le large en Liga. Donc trois premiers matchs entre l'Atlético et le Barça qui ont été hautement spectaculaires. Et ben, on attend le quatrième avec impatience du coup. On va passer au duel de ce match avec un duel entre 2 philosophies, 2 coachs qui ont, différentes manières de jouer, notamment Diego Simeone et le mur un peu avec la défense, qui ne laisse rien passer tout simplement, avec 42 buts encaissés en 45 matchs et le Barça de Hansi Flick, qui marque, qui est une machine inarrêtable en Liga comme en Ligue des Champions avec 139 buts en 45 matchs. C'est des statistiques plutôt favorables pour le Barça. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Ouais, alors effectivement, l'Atlético de Simeone, c'est un mur qui laisse rien passer, bah, sauf le Barça, parce que 9 buts encaissés en 3 matchs depuis le début de la saison contre les Blaugrana. Ça fait mal quand même pour Diego Simeone qui n'était pas habitué à ça. Mais cette saison, le Barça, c'est une vraie machine offensive. C'est assez incroyable. Donc tu l'as dit, 139 buts marqués en 45 matchs depuis le début de la saison. C'est déjà plus que l'équipe de Guardiola les équipes de Guardiola et de Luis Enrique lors de leur triplé. Donc je regarde les stats. Guardiola, son équipe, c'était 119 buts en 2008-2009 et Luis Enrique, 130 buts. Et les Barcelonais ont déjà franchi ce cap, alors que la saison est loin d'être terminée. Ils ont déjà la Super Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, pardon, dans les valises. Et on pense qu'ils peuvent décrocher un nouveau triplé, évidemment. Qu'est-ce que tu penses un peu de la défense aussi du Barça? Parce que finalement, il y a que 7 buts, d'écart entre les 2 équipes. Tu penses que le Barça peut également tenir, les forces offensives de l'Atlético Madrid qui, on le rappelle, sont assez nombreuses quand même? Bah, c'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement ils font feu de tout bois, les Barcelonais, mais en plus, défensivement, c'est très très solide. Ils ont craqué une fois contre Pamplune, un soir où ça n'allait pas, mais le reste du temps, quand ils perdent, c'est sur des tout petits scores, et sinon, ils mettent des volets à tout le monde, ils encaissent très peu de buts, sauf contre l'Atlético, évidemment, lors du match aller de la demi-finale de Coupe du Roi, où ils en ont pris 4. Mais vraiment, c'est assez incroyable ce que fait Flick cette saison, avoir trouvé un tel équilibre entre défense et attaque, marquer autant, encaisser aussi peu, c'est une saison d'ores et déjà historique et qui peut l'être encore plus d'ici 2 mois. Et pour poursuivre ce talk show, on voulait parler de la pseudo-faute, de Fermin. Raphaël, dis-nous tout sur, cette pseudo-faute. Ouais, bah c'était vraiment bizarre. Donc pour remettre un petit peu le contexte, on jouait dimanche depuis 9 minutes le mini derby pardon entre Barcelone et Gérone. Il y a Fermin qui percute plein axe et qui est bousculé par deux adversaires. Donc l'arbitre arrête le jeu évidemment et la question que tout le monde se pose c'est savoir si la faute a eu lieu en dehors ou dans la surface. Donc coup franc ou penalty. La VAR prend son temps, on voit l'arbitre qui a sa main sur l'oreillette, il sait pas trop quoi faire. Finalement, il est convoqué, donc il va regarder la vidéo et il siffle faute contre Fermin, sachant que Fermin effectivement tape dans la jambe du défenseur adverse, mais c'est parce qu'il est bousculé au préalable. Et donc l'arbitre trouve le moyen de siffler faute. Alors en temps normal, on aurait hurlé au scandale évidemment, mais comme cette saison, le Barça écrase tout, marque, on l'a dit, il marque tout le temps, il bat tout le monde, ça passe. Mais on constate que le niveau de l'arbitrage espagnol est vraiment catastrophique. On s'en plaint souvent en Ligue 1, mais en Liga, c'est quand même polémique sur polémique. Ça touche tout le monde. On a vu que le Real Madrid s'en était plaint très largement. Le Barça ne le fait pas parce qu'il est leader et que tout va bien, mais il y aurait quand même beaucoup à redire, je trouve.
Mais il y avait les ingrédients pour que le Barça ne soit plus leader dimanche, parce que Javier Tebas avait tout fait pour que le FC Barcelone joue jeudi et enchaîne avec le match dimanche. Donc, preuve en est avec la pseudo-faute sur Fermin. On va passer à la déclaration justement en ce sens avec Jules Koundé qui déclare qu'il pense que c'est un manque de respect envers les clubs, mais aussi, c'est aussi un manque de respect envers les joueurs, car il faut comprendre que nous ne sommes pas des machines. Qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration et surtout que Jules Koundé, c'est pas la première fois qu'il le dit? Ouais, bah, on sait que l'international français, pardon, il a pas la langue dans sa poche. C'est très bien qu'il ait parlé. Je pense que ses coéquipiers auraient dû faire pareil. Il y a que Hansi Flick qui s'est un petit peu énervé contre la programmation du match contre l'Osasuna. On sait que les dirigeants ont voulu porter l'affaire en justice, mais qui se sont arrêtés là. Finalement, ils ont accepté leur sort. C'est vrai que c'est scandaleux. On l'avait déjà dit lors de la précédente vidéo. Koundé, par exemple, il a joué en Croatie le jeudi. Il a joué 120 minutes le match retour contre la Croatie le dimanche. Il rejoue contre l'Osasuna le jeudi. Il joue contre Gérone dimanche. Il va jouer contre l'Atlético mercredi. Il va jouer contre le Betis. Ensuite, il y a la Ligue des Champions. Il va enchaîner les semaines à 2 matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison. On a vu contre l'Osasuna qu'il y a eu de la casse avec Dani Olmo. Pour l'instant, les Barcelonais sont relativement épargnés. À chaque fois, c'est des pépins sur 2, 3 semaines, pas plus. Il n'y a pas eu de grosses blessures. Mais vraiment, s'il termine indemne la saison, ce ne sera pas grâce à la Liga. Effectivement, bah, tu as assuré la transition avec notamment la blessure de Dani Olmo. Le point sur l'effectif, qu'est-ce que tu en penses de cette infirmerie finalement qui commence à se remplir chez les Blaugrana? Ouais, bah du coup, Dani Olmo, problème d'adducteur, entre 2 et 3 semaines d'absence. Pour moi, c'est un vrai coup dur parce que en poste de numéro 10, je le trouve vraiment formidable, tellement capable de créer du jeu, des espaces, de libérer des espaces pour ses partenaires, d'inventer des passes assez incroyables. Vraiment, je l'adore, Dani Olmo. Je trouve ça dommage qu'il soit aussi fragile et donc ça a pété jeudi dernier. On espère le retrouver très rapidement. Pour le reste, bah, Christensen, on compte plus trop sur lui, donc c'est pas grave. Casado, Bernal, c'est le même poste de milieu de terrain défensif, donc ça, c'est un peu plus préoccupant, pardon. Et puis Ter Stegen, il est sur le bon chemin pour revenir, mais bon, vu les performances de Chesney, on n'est pas trop pressé. Donc Pour le pour l'instant, ça va. Pour le moment, Szczęsny est intouchable, j'ai l'impression dans ses goals. C'est un peu celui qui porte chance, au Barça. Justement, l'incomposition, du FC Barcelone, pour ce match contre l'Atlético Madrid, le retour de Cubarsí, préféré à Royo avec, Martinez. Je sais que Raphaël, tu aimes bien cette défense centrale. Peux-tu expliquer un peu ce choix de ne pas titulariser, Arroyo? Oui, bah, Cubarsí Martinez, c'était la doublette du début de saison. C'est celle qui avait notamment brillé au Bernabéu contre le Real Madrid en mettant Kylian Mbappé 8 ou 9 fois hors jeu. J'aime beaucoup la prise de risque qu'ils ont tous les deux sur l'alignement et ça marchait très très bien en première partie de saison. À l'époque, à Royo, il était un petit peu écarté parce qu'il n'avait pas prolongé. Maintenant qu'il a prolongé, il joue plus souvent, mais je le trouve vraiment dans le dur. Par exemple, le but encaissé contre Gérone, il n'est pas exempt de tout reproche. Donc pour moi, pour un match aussi important que le retour contre l'Atlético Madrid, je mettrais Cubarsí Martinez en défense centrale. On a un autre débat, Raphaël, c'est, la non-titularisation de Frenkie de Jong. Qu'est-ce que tu en penses un peu, avec, du coup, la titularisation de Garcia et de Fermin qui remplacera, Dani Olmo? Eh bien, Garcia, il a réalisé un super match contre Gérone. Donc, dans le mini derby, les adversaires, ils sont pas souvent sortis de leur moitié de terrain, mais les rares fois où ils ont tenté, il y avait souvent Eric Garcia pour les bloquer. Donc, en sentinelle, il a été excellent et il s'est régulièrement projeté devant. Donc, je l'ai vraiment trouvé très très bon à ce poste. On rappelle qu'il est défenseur central à la base, mais depuis qu'il est au Barça, il est régulièrement utilisé en sentinelle. À mon sens, il fait le job. En plus, sur les attaques adverses, il peut faire office de troisième défenseur central. Donc, face à une équipe comme l'Atlético, ça peut être important. Et pourquoi pas De Jong? Bah, personnellement, De Jong, bah, je suis très déçu par lui. Je l'aimais beaucoup, comme toi, il me semble, quand il était à l'Ajax. Mais depuis qu'il est arrivé au Barça en 2019, bah, il me convainc pas du tout. Je le trouve pas assez technique pour le jeu catalan, trop lent. En plus, cette année, le jeu de Flick, c'est vraiment beaucoup d'intensité. Lui, il est pas dans ce registre-là. Donc, pour moi, il a plus sa place sur le banc. Je vois que les dirigeants veulent le prolonger, que Flick a donné son aval.
Je comprends pas trop pourquoi. À son poste, il y a largement meilleur. Le PSG est prêt à mettre une grosse somme dessus, et qu'ils le vendent au PSG et ce sera très bien. Pour toi, Frenkie de Jong, c'est combien à peu près sur le marché à l'heure actuelle, tu penses? Sa cote sur Transfermarkt, c'était 45 millions. C'est 45 millions, pardon. Vu ses prestations depuis 2-3 ans, 30 millions, ce serait déjà bien. Bon, après, le PSG, il signe des chèques à tout va, donc 60 millions pour eux. Oui, voilà, même plus peut-être. Plus. On va passer au pronostic. Donc Atlético Madrid, FC Barcelone, il y a eu, beaucoup, beaucoup de buts lors des dernières confrontations, mais tu vois Raphaël, un 2-1 seulement et pas, l'Atlético Madrid mené 2-0 puis une grosse remontada du Barça. Explique-nous ce Mm. Ouais, je pense que là, c'est terminé l'orgie offensive. Diego Simeone, on va pas lui refaire 10 fois le coup des 4 buts. Donc, déjà, 2 fois, ça devait être beaucoup et ça a dû l'énerver. Je pense qu'il va bien resserrer la vis pour ce match-là. Donc, je vois un succès 2-1 du Barça. Évidemment, une qualification des Catalans, hein, c'est obligé. Mais je vois un match beaucoup plus serré. L'Atlético, en ce moment, ils sont à un très, très bon niveau. Ils ont donné du fil à retordre, pardon, au Real Madrid en huitième de finale de la C1. oui. Donc, je vois un match plus serré, ouais, plus indécis en tout cas. Tu crois au triplé, Raphaël? Je suis totalement convaincu du triplé. La Liga, c'est dans la poche. Peut-être la Coupe du Roi, on ne sait pas, parce que le Real Madrid en finale, bon, les dernières finales contre le Real, ça s'est pas trop bien passé. Et en Champions League, j'y crois aussi. Victoire en finale contre le Real, ce serait l'apothéose. Contre le PSG, ce serait très bien aussi. Mais oui, oui, je crois vraiment au triplé. En tout cas, ce serait une magnifique récompense pour cette équipe qui nous fait rêver à chaque match. Ouais. Déjà, passons ce match et puis on verra pour la suite, mais c'est vrai que Exactement. les Blaugrana sont en bonne position pour le triplé. Pronos buteurs pour ce match, Rafinha, Lamine Yamal, des choix, assez logiques, mais pas Lewandowski, Raphaël, explique-nous? Lewandowski, c'est une absence par défaut, on va dire, parce que la semaine dernière, je voyais Rafinha marquer contre l'Osasuna. Il a joué aucun des 2 matchs de la semaine, et c'est tant mieux. Hansi Flick l'a reposé parce que le Brésilien a dit qu'il était un petit peu fatigué par ses voyages en Amérique du Sud avec la sélection. Donc là, Rafinha, il a eu une bonne semaine pour se reposer. Il va avoir du feu dans les jambes, donc je le vois marquer. Et Yamal, on se rappelle qu'il avait plus marqué entre le déplacement à Madrid pour affronter le Real en Liga et celui à Madrid encore une fois pour affronter l'Atlético. Il avait marqué le troisième but des Catalans lors de la victoire 4-2. C'est un homme des grands matchs, donc je le vois là, ce sera un très très grand match. Je les vois marquer tous les deux. Ouais. Et du côté de l'Atlético Madrid, on a un Argentin que connaît bien Rafinha, hein, parce qu'ils ont joué l'Argentine il n'y a pas longtemps avec le Brésil. Julián Alvarez, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Tu le vois marquer avec l'Atlético? Ouais, justement, j'ai regardé Argentine-Brésil. Il a marqué un super premier but, un vrai but de renard d'avant-centre. Et voilà, c'est un danger permanent dans la surface, on le sait. Et oui, je le vois marquer. La dernière fois, je voyais plutôt Sorloth. Il me semble qu'il avait marqué d'ailleurs. Là, ça serait plutôt Alvarez. Ouais. En plus, en ce moment, il est pas trop mal, donc il peut faire la différence. Eh bien, c'était tout. Merci Raphaël pour tes explications et tes précisions sur ce match à venir en Coupe du Roi. On se retrouve pour un prochain talk show sur un match de Liga.